John Gotti fut l'un des mafieux les plus célèbres des États-Unis, connu comme le chef de la famille Gambino à New York. John Gotti naît dans le Bronx, à New York, le 27 octobre 1940. Cinquième d'une fratrie de 13 enfants, il est le fils de John Joseph Gotti Sr. et de Philomena Fanny De Carlo. Ses parents, tous deux nés à New York, auraient eu leurs racines à San Giuseppe Vesuviano, dans la province de Naples, au sud de l'Italie, où ils vécurent un temps après leur mariage. Parmi ses frères, 4 suivront la même route que lui et deviendront des hommes d'honneur au sein de la famille Gambino. Eugène, surnommé Jen, est intronisé avant lui, profitant de l'incarcération de John. Peter rejoint l'organisation en 1988 sous la direction de son frère. Richard V. Gotti est identifié comme caporégime chef de crew en 2002, tout comme le dernier de la fratrie, Vincent, intronisé la même année. La famille s'installe dans le quartier défavorisé d'East New York, à Brooklyn. Gotti grandit dans la pauvreté aux côtés de ses frères, avec un père qui travaille par intermittence. Plus tard, il lui reprochera amèrement de ne jamais su subvenir aux besoins de la famille. À l'école, John multiplie les absences, intimide ses camarades et finit par abandonner ses études à 16 ans. Dès l'âge de 12 ans, il traîne avec une bande de rue liée à la mafia new-yorkaise. À 14 ans, en tentant de voler une bétonnière sur un chantier, l'engin lui tombe sur les pieds, écrasant ses orteils. Il en gardera un boitement à vie. Après avoir quitté l'école, il se consacre pleinement au gang de Fulton Rockaway Boys, affilié au milieu. C'est là qu'il se lie d'amitié avec 2 futurs membres influents des Gambino, Angelo Ruggiero et Wilfred Willie Boy Johnson. En 1958, il rencontre dans un bar Victoria Di Giorgio, une jeune femme d'ascendance italo-russe. Ils se marient le 6 mars 1962. Selon les documents du FBI, Victoria avait déjà été mariée et avait eu un enfant d'une précédente union. Ensemble, John et Victoria auront 5 enfants. Angela, Victoria, John Jr., Frank, décédé en 80, et Peter. Cette même année, 1962, Gotti tente brièvement de travailler honnêtement comme repasseur dans une fabrique de manteaux, puis comme aide-chauffeur. Mais la légalité ne l'attire pas. En 1966, il a déjà connu 2 séjours en prison. Dès l'adolescence, John Gotti se met au service de Carmine Fatico, un soldat de la famille Gambino, alors encore connu sous le nom de famille Anastasia, dirigée par le parrain Albert Anastasia. Avec son frère Jen et son ami Angelo Ruggiero, il se spécialise dans le détournement de camions à l'aéroport d'Idlewild, l'actuel JFK. À cette époque, il se lie aussi d'amitié avec Joseph Massino, futur parrain de la famille Bonanno, et compagnon de coups tordus. Dans la rue, on commence à le surnommer Black John, ou encore Crazy Horse. C'est également durant ces années qu'il croise celui qui deviendra son mentor, Anilo Neal de la Croce, le sous-chef des Gambino. En février 1968, des employés de United Airlines l'identifient comme l'homme ayant signé la réception de marchandises volées. Le FBI l'arrête peu après pour ce détournement. 2 mois plus tard, alors qu'il est en liberté sous caution, il est de nouveau arrêté pour avoir volé un chargement de cigarettes d'une valeur de $50 000 sur le New Jersey Turnpike. La même année, il plaide coupable pour le détournement de camions de la Northwest Airlines et écope de 3 ans à la prison fédérale de Lewisburg. Libérés sur parole en 1972, Gotti et Ruggiero reprennent leur place au Bergin Hunt and Fish Club, toujours sur les ordres de Fatico. John prend la tête des activités de jeu clandestins du crew, s'imposant rapidement comme un homme de main efficace. Lorsque Fatico est inculpé pour usure, il lui est interdit de fréquenter des criminels connus. Les livres d'adhésion à la mafia étant toujours fermés depuis la réunion d'Appalachine en 1957, Gotti n'est pas encore intronisé, mais Fatico le nomme capo par intérim du crew de Bergin. Dans ce rôle, il se rend régulièrement au Ravenite Social Club pour rendre des comptes à De La Croce, renforçant leurs liens. Les 2 hommes se ressemblent. Un tempérament violent, un langage fleuri, le goût du jeu, et une loyauté sans faille envers leur cercle. En 1973, après l'enlèvement et le meurtre d'Emmanuel Gambino, neveu du parrain Carlo Gambino, Gotti est intégré à l'équipe chargée de retrouver le suspect principal, James McBratney. Avec Ruggiero et l'homme de main Ralph Gallion, il tente de l'enlever dans un bar de Staten Island, en se faisant passer pour un policier. L'opération tourne mal. Gallion abat McBratney sur place. Identifié par des témoins et une source interne à la police, Gotti est arrêté en juin 1974. Grâce à l'avocat Roy Cohn, il négocie un accord et n'est condamné qu'à 4 ans pour homicide involontaire. Pour Remo Franceschini, policier new-yorkais spécialiste du crime organisé, il ne faisait aucun doute dès le départ que Gotti deviendrait une figure majeure de la mafia. En 1993, il résume ainsi ses premières impressions. Il était charismatique, un véritable chef, pas du genre à courir les femmes. Il passait tout son temps avec ses hommes. Il avait un esprit vif, une mémoire parfaite et une dureté qui se voyait.
Peu d'hommes osaient le défier. Le 15 octobre 1976, Carlo Gambino meurt. Contre toute attente, il désigne Paul Castellano comme successeur, écartant ainsi son sous-chef, Agnello Della Croce. Gambino semble convaincu que l'avenir de la famille passera par les affaires en col blanc, domaine dans lequel Castellano excelle. À ce moment-là, Della Croce purge une peine de prison pour fraude fiscale et ne peut donc contester la décision. Le 24 novembre, lors d'une réunion en présence de Della Croce, Castellano est confirmé comme parrain. Il maintient Della Croce à son poste de sous-chef, tout en gardant le contrôle direct des affaires de la famille. Si Della Croce accepte le compromis, cette succession fracture la famille Gambino en deux clans. Celui de Castellano, basé à Brooklyn, et celui de Della Croce, établi à Manhattan. En 1976, les registres d'adhésion de la famille sont rouverts. Gotti, libéré en juillet 1977 après 2 ans de prison, est intronisé dans la famille, désormais dirigée par Castellano. Il remplace aussitôt Fatico comme capo du crew de Berging, qui rend directement des comptes à Della Croce, concession accordée par Castellano pour ménager son sous-chef. Gotti devient rapidement le protégé de Della Croce et dirige son équipe avec une efficacité redoutable. En plus de sa part sur les gains de ses hommes, il dirige sa propre activité d'usure et occupe un emploi fictif de vendeur de fournitures de plomberie. En décembre 1978, Gotti joue un rôle dans le braquage de Lufthansa à l'aéroport Kennedy, le plus grand vol en espèces non récupéré de l'histoire. C'est lui qui organise la destruction du van utilisé pour la fuite, prévu pour être broyé et mis en balle dans une case de Brooklyn. Mais le chauffeur Parmel Stack Edwards ne suit pas les ordres. Au lieu de livrer le véhicule à la casse, il le gare près d'une bouche d'incendie et va dormir chez sa petite amie. Gotti s'efforce de tenir sa famille à l'écart de ses affaires criminelles, à l'exception de son fils John Jr., déjà associé à la mafia en 82. Mais le 18 mars 1980, la tragédie frappe. Frank, le plus jeune de ses fils, âgé de 12 ans, est percuté et tué par un voisin, John Favara, alors qu'il conduit une mini-moto, prêtée par un ami de la famille. L'accident est jugé non intentionnel, mais Favara reçoit rapidement des menaces de mort, et venu présenter ses excuses, il est agressé à coups de batte de baseball par Victoria, l'épouse de Gotti. 4 mois plus tard, Favara disparaît et est présumé assassiné. Bien que Gotti et sa famille aient quitté New York pour la Floride 3 jours avant la disparition, beaucoup pensent qu'il en a ordonné le meurtre. Au cours de ces 2 dernières années, comme capot du Berging Crew, Gotti est inculpé à 2 reprises dans des affaires qui iront tous 2 en procès après qu'il soit devenu parrain. En septembre 1984, il est accusé d'agression et de vol à la suite d'une altercation avec un mécanicien frigoriciste, Romald Piersik. L'année suivante, il est inculpé aux côtés de Della Croce et de plusieurs membres de son crew dans une affaire de racket menée par la procureure fédérale Diane Giacalone. L'acte d'accusation révèle alors que Wilfrid Willie Boy Johnson, ami proche et co-accusé de Gotti, est en réalité un informateur du FBI. Gotti devient rapidement insatisfait de la direction de Paul Castellano à la tête de la famille Gambino. Il le jugeait trop replié sur lui-même, avide, et comme beaucoup dans la famille, il le détestait personnellement. Castellano manquait de crédibilité dans la rue et ceux qui avaient payé leur dû en accomplissant les tâches ingrates du terrain ne le respectaient pas. Gotti avait aussi un intérêt financier. Il était en conflit avec Castellano sur la part qu'il recevait des détournements de camions à l'aéroport Kennedy. Par ailleurs, des rumeurs circulaient sur l'implication grandissante de Gotti dans le trafic de drogue, activité lucrative, que Castellano avait interdite sous peine de mort. En août 1983, Ruggiero et le frère de Gotti Gene furent arrêtés pour trafic d'héroïne, grâce notamment à des écoutes réalisées chez Ruggiero. Castellano exigea les transcriptions de ces enregistrements. Face au refus de Ruggiero, il menaça de rétrograder Gotti. En 1984, Castellano fut arrêté et est inculpé dans une affaire RICO, liée au crime du tueur à gages Roy DeMeo et de son équipe. L'année suivante, il reçut une seconde inculpation pour son rôle au sein de la commission, l'organe dirigeant de la mafia. Confronté à une possible condamnation à perpétuité, il confia à Gotti la charge de chef intérimaire, aux côtés de Thomas Bilotti, son capot favori, et Thomas Gambino, durant son absence. Pendant ce temps, Gotti commença à conspirer avec plusieurs capots mécontents, Frank De Ticcio, Joseph Joe Piney Harmon, ainsi que des soldats influents comme Sammy the Bull Gravano et Robert Dib Di Bernardo, surnommés ensemble Le Point. Ils complotaient pour renverser Castellano, convaincu que celui-ci finirait par tenter de tuer Gotti. Le soutien d'Harmon était crucial. Vétéran respecté, remontant à la fondation de la famille par Vincent Mangano, il apportait une légitimité précieuse aux conspirateurs. Dans la mafia, il était une règle de fer. Un parrain ne pouvait être tué qu'avec l'accord de la majorité de la commission. Or, le projet de Gotti aurait été le premier assassinat non autorisé d'un boss
d'une des 5 familles depuis la tentative contre Frank Costello en 57 et le premier d'un boss tout court depuis Angelo Bruno en 80. Conscient du risque, Gotti évita de solliciter l'appui des autres chefs, tous proches de Castellano. Il obtient néanmoins le soutien de figures influentes de sa génération dans les familles Lucchese, Colombo et Bonanno. Il ne tenta pas d'approcher la famille Genovese, alliée fidèle de Castellano, dont le lien avec le parrain Vincent Zocchin Gigante était trop étroit. Gotti pouvait aussi compter sur la complicité du consigliere Gambino, Joseph N. Gallo. Le 2 décembre 1985, la mort d'Agnello Della Croce emporta son dernier soutien officiel. Castellano modifia alors ses plans de succession, nommant Bilotti sous-chef et Thomas Gambino chef intérimaire unique, tout en projetant de démanteler l'équipe de Gotti. Furieux, notamment parce que Castellano avait snobé la veillée funèbre de Della Croce, Gotti décida de passer à l'acte. Quand Frank De Ciccio informa Gotti qu'une réunion rassemblant Castellano et plusieurs membres Gambino se tiendrait au restaurant Spark Steakhouse le 16 décembre, Gotti saisit l'occasion. Ce soir-là, Castellano et Bilotti furent pris en embuscade et abattus par des tueurs, sous les ordres de Gotti. Celui-ci assista au meurtre depuis sa voiture, aux côtés de Gravano. Quelques jours plus tard, Gotti fut nommé à un comité de 3 hommes avec Gallo et De Ciccio, chargé de diriger temporairement la famille en attendant l'élection d'un nouveau parrain. Une enquête interne sur l'assassinat de Castellano fut officiellement lancée. Mais tout le monde savait que Gotti tenait les rênes en réalité et presque tous les capots étaient conscients qu'il avait orchestré le coup. Le 15 janvier 1986, lors d'une réunion de 20 capots, Gotti fut officiellement proclamé nouveau chef de la famille Gambino. Il nomma De Ciccio sous-chef et confirma Gallo comme consigliere. Dès qu'il fut identifié comme l'instigateur du meurtre de Castellano et son successeur, Gotti devient une figure célèbre au cours de l'année 86. À ce moment-là, la famille Gambino était considérée comme la plus puissante des familles mafieuses américaines, générant environ 500 millions de dollars de revenus annuels. Selon les estimations de Sammy the Bull Gravano, son bras droit et ancien sous-chef, Gotti lui-même tirait un revenu annuel d'au moins 5 millions de dollars pendant ses années à la tête de la famille, avec des chiffres plus plausibles situés entre 10 et 12 millions. Pour se protéger sur le plan juridique, Gotti imposa une règle stricte à ses hommes. Aucun membre de la famille ne devait accepter de plaider coupable en reconnaissant l'existence même de leur organisation. Cette ligne dure visait à éviter que la justice puisse s'appuyer sur des aveux internes pour les faire tomber. Gotti avait une manière bien à lui de gérer son procès. Il souriait, saluait les caméras des journalistes, cultivant ainsi une image presque sympathique aux yeux du public. Cette popularité inattendue joua en sa faveur, notamment lors d'une affaire où un certain Romuald Česić, sa victime, décida finalement de ne pas témoigner contre lui. Cette décision fut largement influencée par Bosko the Hugo Radonjic, chef des Westies à Hell Kitchens, dont la réputation intimidait suffisamment Česić pour le faire reculer. Lorsque le procès de Gotti commença en mars 86, Česić déclara de ne pas se souvenir de l'agresseur. La justice, faute de preuves, abandonna l'affaire avec à la une du New York Post un jeu de mots « I for Gotti ». Mais en coulisses, on savait que les membres de la famille Gambino avaient saboté la voiture de Česić en coupant ses freins, multiplié les appels menaçants et même rôdé autour de lui. Le 13 avril 1986, Frank De Ciccio, l'un des alliés de Gotti, fut tué dans un attentat à la voiture piégée. Cette attaque avait été commanditée par des membres de la famille Lucchese pour venger Castellano et son bras droit Bilotti. Ironie du sort, Gotti lui-même avait prévu de rencontrer une cible liée ce jour-là, mais annula à la dernière minute, ce qui sauva sa vie. Suite à cette explosion, le juge Nickerson, chargé du procès pour racket de Gotti, repoussa la sélection du jury, afin d'éviter toute influence négative liée à la couverture médiatique. Pendant ce temps, l'accusation fit révoquer la caution de Gotti, arguant qu'il avait intimidé des témoins dans l'affaire Pierre Schick. Derrière les barreaux, Gotti continua à manœuvrer en ordonnant par exemple l'élimination de Robert Di Bernardo, un rival potentiel, grâce à Sammy Gravano. Puis face à l'agressivité d'un autre allié, Ruggiero, Gotti fit un geste stratégique en nommant Joseph Harmon sous-chef. Le procès pour racket reprit en août 86, avec plusieurs co-accusés, dont des figures importantes du clan Gambino. Lors de la sélection du jury, un certain George Pape, cachant ses liens avec Radonjic, fut choisi. Par son intermédiaire, Gravano parvient à corrompre Pape, qui accepte de vendre son vote contre 60 000 $. Le 25 septembre, lors des plaidoiries d'ouverture, l'avocat de Gotti, Bruce Cutler, nia catégoriquement l'existence même de la famille Gambino et dépeignit les poursuites comme une vendetta personnelle. La stratégie principale fut de discréditer les témoins de l'accusation en soulignant leurs propres délits passés.
Malgré cette défense musclée, les observateurs pensent qu'au début des délibérations, la majorité des jurés pensaient pour une condamnation. Mais Pape, l'homme corrompu, fit durer le suspense en réclamant l'acquittement, jusqu'à ce que ses collègues craignent pour leur sécurité. Le 13 mars 87, le verdict tomba. Gotti et ses co-accusés furent acquittés de toutes les charges de l'usure et au meurtre, en passant par le détournement de camions. Ce revers majeur pour la justice fit grand bruit, d'autant plus qu'il intervenait après les succès précédents dans la lutte contre la mafia. C'est à ce moment-là que les médias américains le surnommèrent The Teflon Don, le Don Teflon, car aucune accusation ne semblait pouvoir lui coller. Alors que Gotti lui-même échappait à la condamnation, ses plus proches alliés n'avaient pas cette chance. En 86, Joseph Harmon, le sous-chef, et Joseph Ngallo, le consigliere, étaient inculpés pour racket, et tous deux furent condamnés en décembre 87. Cette même année, le procès pour trafic d'héroïne impliquant Ruggiero et le frère de Gotti Gian débutait également. Avant leur condamnation, Gotti dégrada Gallo, qui préféra se retirer, ouvrant la place à Sammy Gravano. Parallèlement, Frank Locaccio fut désigné sous-chef par intérim, au cas où Harmon serait incarcéré. La famille Gambino ne manqua pas de tenter d'influencer le jury du procès sur l'héroïne, ce qui conduisit à 2 procès nuls. Lorsque Ruggiero, gravement malade, fut libéré en 89, Gotti refusa de le voir, lui reprochant les malheurs de la famille. Selon Gravano, Gotti envisagea même de le faire tuer, et lorsque Ruggiero mourut enfin, « J'ai dû littéralement le traîner jusqu'à ses funérailles », dit-il. Début 88, malgré les avertissements de Gravano, Gotti ordonna à ses capos de le rencontrer chaque semaine au Ravenite Social Club. Cette décision, perçue par Gene Gotti comme un caprice risqué et par le chef de la brigade anti-Gambino du FBI, Bruce Moove, comme une erreur majeure contraire au secret propre à la mafia, permit en réalité à la police d'enregistrer une grande partie de la hiérarchie Gambino. Ces réunions publiques où chaque membre devait montrer sa loyauté constituèrent des preuves circonstancielles solides que Gotti était bien le chef de la famille. Malgré les écoutes aux Ravenites, le FBI ne réussit toutefois pas à obtenir d'enregistrements accablantes de haute qualité. Plus tard en 1988, Gotti se retrouva avec Vincent The Chin Gigante, chef de la famille Genovese, et Anthony Amuso, nouveau patron des Lucchese, à la première réunion de la commission depuis le fameux procès qui avait démantelé ses membres. 2 ans auparavant, un règlement de compte non autorisé avait blessé le capot Gambino, Mikey Paradisio, et en 87, le FBI intercepta des discussions où le consigliere Genovese, Louis Mana, planifiait un attentat contre Gotti et son frère. Pour éviter une guerre sanglante, les 3 chefs se réunirent, nièrent toute implication dans la violence et promirent de mieux communiquer. La commission accepta ainsi que Victor Orena, boss par intérim des Colombo, intègre le groupe. Mais Gigante, prudent, bloqua le retour de Joseph Massino et des Bonanno, refusant de donner à Gotti une majorité dans ce conseil. Toujours en 1988, Gotti affirma son emprise sur la famille de Cavalcanti, basée dans le New Jersey. Selon un capot devenu informateur, Anthony Rontondo, Gotti s'est rendu en grand nombre au réveil de son père, forçant le boss Giovanni Ricci à accepter que sa famille soit dirigée sous l'influence des Gambino. Cette emprise durera jusqu'à l'emprisonnement de Gotti. Le 24 décembre 1988, le fils de Gotti, John Jr., fut initié officiellement dans la famille Gambino. Michael dit Leonardo, qui fut intronisé le même soir, raconta que la cérémonie fut dirigée par Gravano, pour éviter que Gotti ne soit accusé de népotisme. John Jr. fut rapidement promu capot. En 1989, craignant que Fred West, promoteur immobilier, ne devienne un informateur pour obtenir une réduction de peine, Gotti ordonna son meurtre. Il délégua l'exécution à la famille de Cavalcanti. Vincent Vigny, Océan Palermo et James Jimmy Gallo, qui n'étaient pas apparentés à Joseph N. Gallo, abattirent West d'une balle en pleine figure, avec Anthony Capot en chauffeur de fuite. L'année suivante, lorsque Ricci fut emprisonné, il nomma John D'Amato chef par intérim de la famille de Cavalcanti, renforçant ainsi la mainmise de Gotti sur cette organisation satellite. Le 23 janvier 1989, alors qu'il sortait du Ravenite Social Club, John Gotti fut arrêté, accusé d'avoir ordonné en 1986 une attaque contre John O'Connor, un dirigeant syndical local. Ironiquement, Gotti plaisanta en chemin vers la voiture de police. 3 contre 1, je vais battre cette accusation. O'Connor, qui officia à la tête du syndicat des charpentiers et menuisiers, était lui-même plus tard reconnu coupable de racket. Ce dernier aurait ordonné une attaque contre un restaurant lié au Gambino, restaurant qui avait défié le syndicat, et la riposte fut violente. Les Westies, un gang de Hell's Kitchens, alliés au Gambino, tirèrent et blessèrent O'Connor.
Après une nuit en prison, Gotti fut libéré sous caution moyennant 100 000 $. Entre-temps, le FBI avait réussi à recruter de nouveaux informateurs et avait percé le secret de l'échec des écoutes au Ravenite. Gotti, prudent, tenait désormais ses conversations sensibles ailleurs, soit dans un couloir à l'arrière du bâtiment, soit dans un appartement à l'étage, occupé par la veuve d'un soldat Gambino, ami de la famille. En novembre 89, les deux lieux furent mis sur écoute. Ces micros se révélèrent une mine d'or, car Gotti s'y montrait étonnamment franc. Dans une conversation du 12 décembre avec Frank Locaccio, il avoua clairement avoir ordonné les assassinats de Di Bernardo et Liborio Milito, ce dernier étant associé de Gravano, tué pour insubordination. Il annonça aussi vouloir éliminer Louis Di Bono, un soldat Gambino récalcitrant, qui avait ignoré un rendez-vous fixé par Gotti pour discuter de la mauvaise gestion d'une entreprise de plaques de plâtre qu'ils détenaient en commun. Malheureusement, le FBI mal entendit le nom et ne prévient pas Di Bono, qui fut assassiné le 4 octobre 90. Lors d'une autre réunion enregistrée le 4 janvier 90, Gotti promut Sami Gravano sous-chef, anticipant que celui-ci prenne les rênes de la famille si Gotti venait à être condamné dans cette affaire d'agression. Les procureurs de l'État s'appuyaient sur un enregistrement dans lequel Gotti parlait d'O'Connor et déclarait vouloir lui casser la figure, ainsi que sur le témoignage de James McElroy, un gangster des Westies. Pourtant, le 9 février 1990, Gotti fut acquitté de toutes les 6 accusations d'agression et de complot portées contre lui. La foule locale, euphorique, fit éclater des feux d'artifice pour célébrer cette victoire. Jules G. Bonavolonta, directeur de la division du crime organisé du FBI à New York, réagit en mettant en garde. Avec toute cette couverture médiatique, il commence à ressembler à un héros populaire. Ce que le public doit comprendre, c'est qu'il est le chef de la plus grande famille de la Cosa Nostra, qu'il s'entoure de tueurs impitoyables, et qu'il est tout simplement un criminel. Plus tard, il fut révélé que les micros du FBI avaient capté Gotti en train de discuter des plans pour truquer le jury, comme s'il l'avait déjà fait lors du procès pour racket de 86-87. À la grande colère du procureur de Manhattan, Romer Morgenthau, et du chef de la cellule antimafia Ronald Goldstock, les autorités fédérales choisirent de ne pas leur révéler ces informations. Morgenthau déclara plus tard que s'il avait eu connaissance de ces enregistrements, il aurait demandé l'annulation du procès. John Gotti, Sami Gravano et Frank Locaccio étaient régulièrement enregistrés par les micros placés un peu partout dans le Ravenite, dans la salle principale, le couloir du premier étage et surtout dans l'appartement à l'étage, véritable nid d'espions. Ces enregistrements captèrent de nombreuses discussions compromettantes, notamment sur des meurtres. Le 11 décembre 90, une descente du FBI et de la police de New York eut lieu au Ravenite. Gotti, Gravano et Locaccio furent arrêtés sur place. Les procureurs fédéraux lancèrent alors contre Gotti une nouvelle série d'accusations pour racket, incluant 5 meurtres, ceux de Castellano, Bilotti, Di Bernardo, Milito, et après analyse des enregistrements, Di Bono. Une conspiration pour assassiner Gaetano Corchi Vastola, ainsi que des accusations de prêt usuraire, jeu illégal, obstruction à la justice, corruption et fraude fiscale. Grâce aux bandes sonores, la justice refusa toute libération sous caution à l'administration, Gambino, avant le procès. Par ailleurs, 2 avocats de Gotti et Gravano, Bruce Cutler et Gerald Shargel, furent disqualifiés, accusés par le procureur d'être partie intégrante des preuves et potentiels témoins. On leur reproche non seulement de connaître des activités criminelles, mais aussi d'avoir agi en tant qu'avocat officieux de la famille Gambino. Gotti fit appel alors à Albert Krieger, avocat basé à Miami, qui avait travaillé avec Joseph Bonanno pour assurer sa défense. Les enregistrements provoquèrent une fracture profonde entre Gotti et Gravano. Gotti reprochait à son sous-chef sa cupidité et tentait même de lui faire porter la responsabilité des meurtres de Di Bernardo, Milito et Di Bono. Les tentatives de réconciliation échouèrent et Gravano, découragé et doutant de ses chances sans l'aide de son ancien avocat, décide finalement de collaborer avec la justice, acceptant de témoigner le 13 novembre 1991. Ce fut la plus haute trahison jamais vue dans une famille mafieuse new-yorkaise, jusqu'à celle de Joseph Massino en 2003. Le procès de Gotti et Locaccio se déroula devant le tribunal fédéral de Brooklyn, sous la supervision du juge Léo Glasser. La sélection du jury débuta en janvier 92. Pour la première fois dans un procès fédéral à Brooklyn, un jury anonyme et complètement isolé fut constitué en raison de la réputation de Gotti pour ses tentatives d'intimidation et de corruption des jurys. Le 12 février, le procès commença par les déclarations d'ouverture des procureurs Andrew Maloney et John Gleason. Ils présentèrent d'emblée des bandes où Gotti discutait des affaires de la famille Gambino, approuvait plusieurs assassinats et montrait son animosité envers Castellano, son ancien patron, posant ainsi le mobile du meurtre de ce dernier. Un témoin oculaire du règlement de compte avec Castellano identifia un des tireurs, Carneglia,
impliqué dans le meurtre de Bilotti. Le 2 mars, Sammy Gravano monta à la barre. Il confirma sans détour la place de Gotti à la tête de la famille Gambino et détailla la conspiration qui mena à l'assassinat de Castellano, décrivant précisément le déroulement du coup et de ses suites. Gravano avoua lui-même commis 19 meurtres et impliqué Gotti dans 4 d'entre eux. Lors du contre-interrogatoire, ni Krieger ni l'avocat de Locaccio, Anthony Cardinal, ne parviennent à ébranler sa crédibilité. Après de nombreux témoignages et écoutes, le gouvernement conclut sa présentation le 24 mars. 5 des 6 témoins prévus par la défense furent écartés pour manque de pertinence, ne laissant que l'avocat fiscaliste de Gotti, Murray Appleman, pour témoigner en sa faveur. Les tentatives de la défense pour obtenir une annulation du procès furent rejetées. Au fil du procès, Gotti devient de plus en plus hostile, au point que le juge Glasser menaça à plusieurs reprises de l'expulser de la salle d'audience. Lors d'explosions de colère, Gotti insulta Gravano en le traitant de drogué, tandis que ses avocats cherchaient à évoquer son passé d'usage de stéroïdes. À une autre occasion, il compara le renvoi d'un juré à la manipulation scandaleuse des résultats des World Series de 1919. Le 2 avril 1992, après seulement 14 heures de délibération, le jury reconnut John Gotti coupable sur toutes les charges retenues contre lui. Locaccio fut lui aussi reconnu coupable sur presque toutes les accusations. Lors de la conférence de presse, James Fox, directeur adjoint du FBI à New York, lança « Le Teflon est parti. Le Don est couvert de velcro. Toutes les charges ont collé. » Le 23 juin 1992, le juge Glasser condamna Gotti et Locaccio à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et leur infligea une amende de $250 000 chacun. John Gotti fut incarcéré à la prison fédérale de Marion, dans l'Illinois. Là-bas, il passa la majeure partie de sa peine en quasi-isolement, ne quittant sa cellule qu'1 heure par jour. En 1994, sa dernière demande d'appel devant la Cour suprême des États-Unis fut rejetée, scellant définitivement son sort. Mais même derrière les barreaux, Gotti ne passa pas inaperçu. Le 18 juillet 1996, un codétenu, Walter Johnson, l'agressa violemment dans la salle de loisirs de la prison, le laissant couvert de bleu et saignant. Selon le New York Daily News, la bagarre avait été provoquée par un dérapage verbal raciste de Gotti envers Johnson. Désireux de se venger, Gotti offrit une somme importante, entre 40 000 et 400 000 $ selon les sources, au chef de l'Aryan Brotherhood, un gang suprémaciste blanc, en prison, pour éliminer Johnson. En août, l'un des chefs de cette organisation ordonna à ses hommes de tuer Johnson dès qu'une occasion se présentait. Pourtant, la victime fut transférée dans une prison supermax du Colorado, échappant ainsi au pire. Malgré sa détention et la pression constante de la commission, l'instance dirigeante de la mafia pour qu'il abandonne son titre, Gotti insista pour conserver sa place de boss jusqu'à sa mort ou sa retraite. C'est son frère Peter et son fils John Jr. qui, en son nom, transmettaient les ordres à la famille. En 1998, John Jr. fut inculpé dans une affaire de racket. À cette époque, il était considéré comme le chef de la famille Gambino, assurant l'intérim. Mais contre la volonté de son père, John Jr. plaida coupable en 1999 et fut condamné à 6 ans et 5 mois de prison. Il affirme aujourd'hui avoir quitté la mafia. Peter, quant à lui, prit la tête de la famille comme chef par intérim, et on pense qu'il succéda officiellement à son frère, peu avant la mort de Gotti. L'inculpation de John Jr. porta un coup sévère au mariage de John et Victoria Gotti. Victoria, qui jusqu'à-là ignorait totalement l'implication de son fils dans le monde mafieux, reprocha à son mari d'avoir détruit la vie de leur enfant. Elle alla même jusqu'à le menacer de le quitter s'il n'autorisait pas John Jr. à s'éloigner de la famille Gambino. En 1998, John Gotti apprit qu'il souffrait d'un cancer de la gorge. Il fut transféré au centre médical fédéral pour prisonniers à Springfield, dans le Missouri, pour subir une opération. Si la tumeur fut retirée, le cancer revient rapidement et Gotti fut renvoyé, où il passa le reste de ses jours. Son état se dégrada rapidement. Le 10 juin 2002, à l'âge de 61 ans, John Gotti s'éteignit. Près de 300 personnes suivirent la procession funéraire qui passa devant le Birging Hunt and Fish Club, un lieu emblématique lié à Gotti, avant de se rendre au cimetière. Il fut enterré dans une crypte à côté de celle de son fils Frank. Son frère Peter ne put être présent, retenu en prison. De façon presque symbolique, les autres familles mafieuses de New York ne dépêchèrent aucun représentant aux funérailles, marquant un rejet implicite de l'héritage de Gotti. Ses méthodes brutales et son style provocateur avaient conduit à de nombreuses arrestations,
laissant la famille Gambino profondément affaiblie. Au tournant du siècle, près de la moitié des hommes de main de la famille croupissaient derrière les barreaux.